Rapidement, Dimitri, Okay. donc belge, bien entendu, mais quelqu'un qui a su épouser cette cause djiboutienne, qui a fait beaucoup pour la cause djiboutienne, qui a fait connaître beaucoup Djibouti, surtout au niveau, je pense, énormément au niveau de la communauté européenne et autres. Alors d'abord, évidemment, la même question que j'avais posée tout à l'heure à Ali, pourquoi vous vous êtes retrouvé, vous, au tribunal? Là, je ne comprends pas. Mais nous sommes beaucoup à ne pas comprendre, en tout cas à ne pas accepter, parce que je comprends évidemment parfaitement, mais je n'accepte évidemment pas les méthodes. Donc je comprends pourquoi, parce que Djibouti s'attaque à ceux qui sont dangereux pour Djibouti. Et donc forcément, le régime cherche tous les prétextes pour essayer de porter atteinte aux personnes, aux structures qui soutiennent la population djiboutienne. D'accord, mais là, quel a été le constat? Est-ce qu'il y a eu un non-lieu? Est-ce que vous allez retourner? On n'a pas trop compris non plus. Explique-moi un peu. Alors ce qui s'est passé en fait, c'est que une enquête a été ouverte depuis plus d'1 an et demi maintenant. Le juge d'instruction a mené des enquêtes et au terme des enquêtes qu'il a menées, il a considéré qu'il y avait beaucoup trop d'incohérences, de mensonges, d'absurdités en fait du côté du régime et a recommandé un non-lieu. 2 jours avant la signification officielle de la décision du juge d'instruction, Djibouti a décidé de gagner du temps et de ne pas affronter la réalité qui allait être évidemment une décision de non-lieu. Et donc ils ont joué la procédure. Donc là, ils ont demandé des devoirs complémentaires, ce qui va leur faire gagner 6 mois. Et donc comme ça, de mois en mois, après, en interjetant appel, ils n'auront pas cette fameuse décision humiliante pour le régime de Djibouti avant les élections. Avant les fameuses élections, d'accord. Évidemment, c'est ça l'explication. D'accord. Évidemment, le fait de me viser moi personnellement et le fait de viser l'association Culture et Progrès, c'est tout à fait cohérent par rapport à la manière dont le régime fonctionne à Djibouti, c'est-à-dire une criminalisation de l'information et des journalistes indépendants, puisque moi j'ai toujours expliqué que j'avais couvert l'événement de l'occupation pacifique, je me rappelle, de l'ambassade de Djibouti, et donc c'est à titre de journaliste que j'étais là, aux côtés des journalistes de RFI, de l'agence Belga, et donc évidemment c'est tout à fait scandaleux, mais ce que le président Ismaël Omar Guelleh oublie, c'est qu'il n'est pas à Djibouti, mais en Belgique, c'est-à-dire dans un état de droit où les journalistes indépendants ont toute l'attitude pour faire leur métier. Oui, à Djibouti, évidemment, on peut être enfermé et autres pour moins que ça. Mais là, ce qu'il y a quand même de dangereux, c'est que on peut porter des coups jusqu'en Belgique, justement, où on peut entraver le travail. On peut essayer de le faire, mais avec quelles conséquences? Donc les conséquences, comme je vous l'ai expliqué, ce sera évidemment un non-lieu et donc et éventuellement des poursuites pour plainte abusive. Oui, mais ça peut aussi décourager certains, non? Vous ne pensez pas? Je pense que c'est plutôt une source de motivation, parce que c'est aussi ce que Djibouti a bien compris. Ils répondent de manière un petit peu désordonnée, mais tout le monde comprend bien maintenant que Djibouti est très faible, de plus en plus faible, et donc je pense au contraire que ça motive les gens, parce que la population djiboutienne et puis les gens de l'extérieur qui soutiennent Djibouti se rendent compte d'abord des méthodes de voyous, c'est pas moi qui le dis, puisque le peuple djiboutien, quand il parle de son président, parle de voyous, ce qui m'avait aussi valu les critiques du régime, une tentative de muselage de RFI, qui n'avait pas non plus cédé aux demandes de censure. D'accord, mais là, ce qu'on observe, c'est qu'à Djibouti, il y a quand même énormément de gens, apparemment, d'après ce que je vois, moi, dans les vidéos et autres, énormément de gens sont en train de sortir pour demander à Ismaël Omar, qui, je le rappelle, jusqu'à présent, n'a pas encore brigué de 4e mandat. On s'arrête donc à ce qu'il nous avait dit, c'est-à-dire que il ne se présente pas. Et pourtant, la quasi-totalité de la population djiboutienne est en train de sortir pour lui demander de rempiler pour un 4e mandat. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cet amour de ce peuple pour son président, finalement? Je n'ai pas du tout la même lecture que vous. La population qui se trouve dans les rues de Djibouti pour demander un 4e mandat, c'est une population qui est instrumentalisée. C'est une population qui n'a pas accès aux médias, qui n'a pas accès à l'information, qui n'a pas accès à l'éducation. Et donc c'est une population manipulée. Et malgré la manipulation, malgré la situation catastrophique,
la grande majorité de la population djiboutienne réclame le départ du président Ismaël Omar Guelleh. Et d'ailleurs, les résultats des élections de Djibouti 2013 n'ont laissé aucun doute sur ce point. Si le président était si tranquille, vous pensez qu'il perdrait autant de temps, autant d'argent à tout mettre en œuvre pour essayer d'assurer un 4e mandat? Je vais me faire l'avocat du diable. Si vous étiez non, mais je vais me faire l'avocat du diable. Mais si vous étiez sûr d'avoir autant, pourquoi avoir accepté finalement les 8 députés? Ah ben écoutez, alors moi je ne parle pas au nom de l'opposition djiboutienne. Hein. J'agis, j'analyse, j'organise une série d'actions en tant que président d'une structure de soutien aux défenseurs des droits de l'homme et à l'opposition politique qui est en danger dans des pays démocratiques. Si vous voulez mon avis, je peux vous le donner, mais je n'ai aucune légitimité pour le dire. Je pense que l'opposition djiboutienne a fait une grossière erreur en acceptant d'entrer au Parlement, parce que... Non, voilà, c'était ce que j'avais envie d'entendre. Merci beaucoup, Dimitri. Je vous en prie. Une autre question qu'un de nos amis ici, Monsieur Nofal, voudrait vous poser. Oui. Oui, bonjour Monsieur Dimitri. Moi, je ne vais pas faire comme Nidal, me porter l'avocat du diable, mais j'ai une question, juste logique. Vous avez dit tout à l'heure que Djibouti ne veut pas avoir des gens qui sont dangereux pour elle. Et qu'elle se défende. Vous ne croyez pas que c'est légitime quand même? Ben, ça dépend sur de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de danger. Donc quand je dis les gens dangereux, je vise les personnes qui disent la vérité, qui réclament le respect des droits humains les plus fondamentaux, qui réclament la liberté d'expression pour les journalistes, qui réclament la libération des prisonniers politiques, qui réclament la justice pour les personnes qui sont tuées ou qui disparaissent de manière tout à fait incompréhensible. Voilà. Ça constitue un danger pour Djibouti. Et de ce point de vue, évidemment, il y a un tas de personnes et de structures qui représentent un danger. Donc c'est cette forme de danger-là que je vise, évidemment. Même hier, là, il y a une équipe qui vient de l'Afrique, les droits de l'homme, qui a visité tous les prisons. Mais ils sont déjà là, les gens qui viennent d'extérieur. Oui. Oui, j'ai vu ça hier, là. Comment vous avez parlé toujours... en général, ils vont toujours sortir pour dire que tout va bien à Djibouti. Tout va bien à Djibouti. Excusez-moi, j'ai entendu plusieurs personnes parler en même temps, mais donc je pense que vous parlez des prisons, si j'ai bien entendu. Oui, il y a eu apparemment une délégation africaine qui est venue pour visiter les prisons. Eh bien, ce serait intéressant de connaître leurs conclusions et d'abord de se poser la question de la légitimité. Ah, merci. Oui, parce qu'en général, ils finissent toujours par dire que tout est bien dans le meilleur des mondes. Je pense qu'il faut regarder les faits. Quand on regarde les faits, quand on regarde les indicateurs, on se rend compte que Djibouti est un pays qui est classé parmi les derniers à tout point de vue, c'est-à-dire sur le plan des droits, mais également sur le plan social, économique. C'est une véritable catastrophe. Et donc Djibouti continue à essayer de donner d'elle-même une image qui ne correspond mais pas du tout à la réalité. Et donc évidemment, elle est dans la communication, elle est dans la propagande. Et donc il faut aller au-delà de la propagande. Évidemment, tout ça, ça demande des efforts, ça demande d'avoir accès à l'information, mais de plus en plus, grâce à Facebook, grâce à Internet, grâce aux bouche à oreille, grâce aussi au fait que les Djiboutiens n'en peuvent plus, eh bien la population comprend qu'il y a un gros problème, et que le problème, ça n'est pas une fatalité. Le problème, c'est une question de malgouvernance. Le problème, c'est que Djibouti est aujourd'hui géré par un homme, une petite famille, qui considère que c'est une entreprise familiale. Et donc qui a ruiné le pays, qui a ruiné les espoirs de la population. Mais la population se lève. Et depuis 2 ans, elle montre qu'elle a le courage de le faire, qu'elle n'a plus peur. Et donc c'est le devoir de la communauté internationale et de l'Union européenne en particulier de soutenir cet élan populaire pour la démocratie, pour la justice sociale, pour la liberté. D'accord, merci beaucoup, merci d'avoir répondu, merci à Ali, merci à Dimitri, et tiens, juste pour terminer sur une note un tout petit peu plus légère, hein, un petit trait d'humour, pourquoi vous refusez le 4e mandat à IOG alors que Sepp Blatter en est à son 5e mandat? En fait, moi je ne le refuse pas. Une fois encore, moi je suis un observateur de la situation à Djibouti et je suis aussi de ceux qui considèrent que Blatter devrait sortir et déjà depuis longtemps. Et depuis longtemps, absolument. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup Dimitri. Merci Ali. Et merci donc.